Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois d'avril. Avant de commencer à vous donner mes avis sur mes lectures du mois d'avril, comme d'habitude on va partir du côté des statistiques. Au mois d'avril j'ai lu 9 livres, je n'en ai abandonné aucun. Les 9 livres que j'ai lus, sur les 9 livres que j'ai lus, il y en a 8 que j'ai lus en version papier, il y en a 4 que j'ai lus également ou en version audio. Je n'ai lu aucun livre numérique, j'ai lu un total de 3316 pages, ce qui représente approximativement 110 pages par jour, je suis ravie, pour une moyenne au niveau de la note de 4 étoiles et j'ai intégré 13 livres à ma pile à lire. On va passer très rapidement sur les 3 premiers livres puisque au mois d'avril j'ai lu Le Trône des 7 îles et L'Héritage des 7 îles, les 2 tomes de la duologie d'Adeline Grace, mais je vous ai fait un vlog dédié à cette série dans son intégralité, du coup je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos. J'ai apprécié ma lecture mais seulement moyennement. Je leur ai mis à tous les deux 4 étoiles sur Goodreads. Et le dernier sur lequel je vais passer très rapidement c'est Le Boisson dessus dessous et autres histoires contées de Clémentine Ferry et Sanoé. C'est le tome 1 des contes gourmands dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo parce que c'est une de mes lectures pour le Magical Readathon qui devait se dérouler normalement du 1er au 30 avril et qui s'est déroulé du 1er au 30 avril, mais je n'ai lu que celui-ci. Pour le Magical Readathon, je n'ai pas réussi à lire les autres livres que je vous avais présentés dans ma palle du mois d'avril. Il me reste encore une dizaine de jours, je crois, avant de vous poster la vidéo du Magical Readathon. Et comme j'ai prévu de vous faire une vidéo, je vais quand même essayer de lire les livres que j'avais prévus, même si du coup ça rentre plus dans le cadre du Magical Readathon. Je vais quand même essayer de vous faire cette vidéo, donc vous aurez mon avis à ce moment-là. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Ensuite, le premier livre que j'ai lu au mois d'avril pour ma palle classique, on va dire, c'est Désenchantée de Marie Vareille. J'ai lu ce roman dans sa version audio. Je n'avais pas la version physique avec moi, je l'ai lu principalement quand j'étais dans la voiture. C'est un roman adulte qui mélange le contemporain et le côté un peu roman policier sans réelle intervention de la police, puisque on va naviguer entre deux époques. D'un côté, on a un point de vue, on ne connaît pas la personne qui raconte l'histoire, mais on a des entrées de journal d'il y a une vingtaine d'années, je dirais, au début des années 2000. Et en fait, à cette époque, il y a une jeune fille qui a disparu. Aujourd'hui, des années plus tard, donc plus de 20 ans plus tard, notre héroïne qui s'appelle Fanny va revenir sur les lieux du drame. Fanny, c'est la sœur aînée d'une des amies de la jeune fille qui a disparu à l'époque, une jeune fille de 15 ans, qui s'appelait Sarah. Et en fait, à l'époque, une personne a été arrêtée, cette personne a été emprisonnée, et elle a passé 20 ans en prison, et cette personne est relâchée aujourd'hui. Et Fanny est journaliste, et sa boss va lui demander de rédiger un article sur cette disparition mystérieuse, sur qu'est-ce qui s'est réellement passé, est-ce que la personne qu'on a envoyée en prison était réellement coupable ou non. Et donc on va naviguer entre ces deux époques, entre les entrées de journal intime d'une personne qui était proche des événements à l'époque, et Fanny, aujourd'hui, qui n'a pas tellement envie de remuer tous ses souvenirs, etc. Elle n'était pas directement concernée, mais sa sœur était vraiment très proche de la jeune fille qui a disparu jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il s'est passé plein de choses. J'ai adoré cette histoire, c'était vraiment très très chouette. J'ai énormément aimé le personnage de Fanny, j'ai aussi beaucoup aimé les passages où Sarah, donc la jeune fille qui a disparu, et Angélique, la jeune sœur de Fanny, étaient enfants. La façon dont elles parlent, les références qu'elles ont, enfin les références de Marie Vareille qui est une enfant des années 90, fin 80, début 90, comme moi. Du coup on a plus ou moins les mêmes références, les mêmes musiques, la passion pour les Disney, ce genre de choses, donc j'ai vraiment adoré cet aspect-là. Par contre on a une ado d'aujourd'hui qui est présente dans cette histoire et j'ai vraiment du mal avec le comportement de cette ado. J'ai aussi eu du mal avec le comportement des ados de l'époque, quand on a ces fameux flashbacks, et alors les adultes des années 90, ça craint. Ça craint vraiment, il n'y en a aucun qui rattrape l'autre, il n'y a personne qui est à l'écoute des problèmes des ados à cette époque-là. Malheureusement, c'est encore le cas parfois aujourd'hui, mais là vraiment, ça m'a beaucoup gênée. Mais c'est représentatif de l'époque. Sans vraiment parler de suspense, on a un vrai mystère. On se demande dès le départ, est-ce que Sarah a disparu? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que la personne qui s'est retrouvée emprisonnée est réellement coupable? On se prend au jeu en fait, tout comme Lilou, qui est l'ado, qui est en fait la belle-fille de Fanny, et qui a envie de mener l'enquête, qui a envie de savoir, puisqu'elle a l'âge que Sarah avait à l'époque où elle a disparu, à peu près.
Et du coup, on se prend au jeu très facilement. Le style de l'autrice est toujours incroyable. Vous savez que j'ai adoré La vie rêvée des chaussettes orphelines et j'ai tout autant aimé celui-ci. Marie Vareille a cette capacité à lâcher une bombe sur le ton de la conversation. Du coup, ça passe crème. Et si on n'y prend pas garde, on se dit attends, quoi? Même en y prenant garde d'ailleurs, on se dit mais j'ai bien entendu ce que je viens d'entendre. Oui, oui, absolument. Ça a des répercussions cataclysmiques et c'est lâché comme ça, tout naturellement. J'adore. C'est très très fluide, ça se lit super vite. J'aime vraiment beaucoup le style de cette autrice, notamment aussi grâce aux références dont je vous ai parlé juste avant. On a des thématiques importantes qui sont traitées dans cet ouvrage. Attention, gros trigger warning. On parle de deuil, on parle de viol, on parle aussi de harcèlement, entre autres choses. Il y a un côté conte de fées assez présent dans cette histoire qui est sous-jacent. On a plusieurs personnages dont les prénoms font penser à des contes. On a Jasmine, on a Sarah, princesse Sarah. On a une belle-mère qui n'a rien à envier à la belle-mère de Cendrillon, par exemple, une vraie marâtre. On a ces relations du coup belle-mère-belle-fille à deux époques différentes. Le titre c'est Désenchanté, l'enchantement. Le prénom d'Angélique m'a fait penser à Angélique Marquise des Anges, donc même si c'est pas vraiment une princesse, on a quand même ce côté un peu royauté très bourgeois. Mais on n'a pas de vraie surprise à la lecture. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été vraiment surprise. Quasiment dès le départ, je m'attendais à la façon dont l'autrice allait boucler son histoire. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce que je viens de vous dire. C'est pas vraiment que je savais, c'est pas tant que je savais comment l'autrice allait boucler son histoire, c'est plutôt sur quoi elle allait boucler son histoire. Depuis le début, ça me paraissait assez évident, mais j'ai quand même été surprise par le comment. Comment l'autrice en est arrivée là. Et surtout, j'avais envie de savoir tout ce qui s'était passé à l'époque via les flashbacks, parce que ça, même si on a une petite idée, on peut pas se douter de jusqu'où c'est allé. Au niveau de la logique, le seul point que j'ai à relever, c'est... En fait, c'est un point qui paraît assez évident pour ce genre d'histoire. Je trouve que les personnages qui sont des civils ont trop facilement accès à certaines informations qui leur permettent de découvrir des choses que la police, par exemple, n'a pas découvert à l'époque. Je trouve que c'est un peu gros. Mais en même temps, ça alimente l'histoire. Définitivement, Marie Vareille, c'est vraiment une de mes autrices préférées, c'est sûr. J'ai hâte de découvrir son précédent roman, Ainsi gèlent les bulles de savon, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir. Et si vous avez la chance de lire ce roman en version audio, je vous le conseille parce que l'audio était vraiment très bon. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Et il était dans ma palle des cartes pour le livre le mieux noté de ma pile à lire. Ensuite, j'ai lu Nanon de George Sand qui était dans ma palle des cartes pour une carte Take a Chance. C'était un des livres les plus courts de ma pile à lire. Effectivement, il n'est pas très long. C'est un roman adulte, un classique, une histoire d'amour, une romance, dans laquelle on va faire la connaissance de Nanon, qui est recueillie par son oncle. Je crois que c'est un oncle, ou son grand-père peut-être, je ne sais plus. Puisque ses parents sont décédés, et elle va vivre... sa vie d'enfant, sa vie d'ado, sa vie de jeune adulte dans la campagne, pas loin du Berry, il me semble, puisque le Berry est mentionné à un moment donné dans cette histoire. Et on va tout simplement suivre Nanon à une période où la guerre approche, bien que ça se passe à peu près à la Révolution française, au moment de la Révolution française. Peut-être quelques années après. Non, je crois que c'est à ce moment-là, parce qu'on va parler de l'emprisonnement du roi, etc. Donc ouais, ça se passe à peu près à cette période-là, mais c'est dans la campagne, donc les personnes qui vivent à cet endroit-là ne sont pas touchées directement par les événements. C'est tout, c'est juste une tranche de vie, la tranche de vie de ce personnage que j'ai adoré. On va la suivre comme je vous l'ai dit, de son enfance à sa vie de jeune adulte, et elle va évoluer, bien entendu, tout en restant fidèle à elle-même et à ses convictions. Elle est humble, elle est forte, elle est pleine de bonté, et ouais, j'ai vraiment adoré ce personnage. Il y a beaucoup de personnages secondaires, peut-être un peu trop à mon goût, mais l'histoire tourne principalement autour de Nanon, et comme c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, ça m'a pas dérangé outre mesure. Je vous l'ai dit, ça se passe à l'époque de la Révolution, et même si nos personnages ne sont pas directement touchés par les grands événements qui se déroulent à la capitale, on a la guerre qui se rapproche et le côté politique qui est vraiment très présent dans cette histoire, et ça m'a un peu gênée parce que je suis pas spécialement fan du côté politique. J'aime l'aspect politique dans la fantasy, mais dans une histoire contemporaine, ça me parle un peu moins.
Du coup, voilà, j'ai été un peu moins emballée par l'atmosphère, mais je trouve qu'on a une belle description des difficultés ou bien au contraire de la facilité de la vie de paysan à l'époque. La vie de paysan à l'époque n'était pas facile, mais alors quand je dis facile, c'est pas facile, c'est plutôt simple, c'est ça que je veux dire. C'est pas facile, c'est simple, mais pas simple dans le sens de facile, simple dans le sens on a besoin de peu de choses et on vit simplement. On a un style sans faute avec quelques notes d'humour que j'ai beaucoup apprécié. Les diverses émotions sont très bien représentées et je vous conseille également la version audio qui est libre de droit. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la version audio que j'ai écoutée parce que la narratrice a un accent du sud, un accent chantant et du coup la lecture de ce titre a été vraiment très mélodieuse. Comme je vous l'ai dit au niveau de l'histoire, pour moi c'était un peu trop centré sur la politique. Et de manière générale, je préfère suivre les personnages qui sont des personnages qui sont au cœur de l'action. Donc là, pour le coup, j'aurais préféré suivre quelqu'un qui était vraiment touché par les événements, puisque les événements politiques prennent une si grande place dans cette histoire. Bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages ne sont pas directement touchés par cet aspect, en tout cas au début de l'histoire. Et j'aurais préféré, je pense, suivre quelqu'un sous les barricades, en fait, derrière les barricades, plutôt que suivre l'aspect plus calme de la campagne. Même si j'ai adoré cette histoire. Je préfère que ce soit clair. Ça a d'ailleurs été un vrai plaisir de suivre Nanon et Émilien, et voilà, l'évolution de leur relation, la façon dont ils se rencontrent, l'histoire qu'ils construisent au fil des pages. Je me suis vraiment attachée à eux, à ce couple d'amis, enfin de connaissances d'amis et au-delà. Et puis je me suis vraiment surprise à être angoissée de savoir ce qui allait leur arriver en fait. Et l'autrice va jusqu'au bout de leur vie, donc c'est assez émouvant. Au niveau de la logique, le seul point que j'ai à relever, c'est le manque de crédibilité de la scène, d'une scène en particulier où Nanon fait quelque chose pour sauver Émilien. Je ne vais pas vous dire dans quelles circonstances, à quelle époque, etc. Mais je trouve que c'était assez peu crédible. Je ne vois pas comment dans la réalité elle aurait réussi à le sauver. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré cette histoire. On a des beaux personnages, une belle description des décors, des vêtements, de la nourriture, des belles évolutions dans les relations, une belle prose de la part de l'autrice, le côté politique m'a un peu moins plu, mais globalement c'était une très bonne lecture. Et je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. On passe maintenant à ma lecture préférée du mois d'avril, que j'ai lu en lecture commune avec Diane, L'Empire du Vampire de J. Christophe. Waouh! Énorme coup de cœur, 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Gabriel qui, au tout début du récit, est emprisonné. Et quelqu'un vient lui demander de raconter son histoire. On va de là naviguer entre différentes époques. L'époque où Gabriel est adulte, où il a une trentaine d'années, 36 ans je crois, un peu avant qu'il soit arrêté, et son enfance, adolescence, où il a été recueilli par une personne qui l'a emmené dans un endroit pour faire de lui quelqu'un. Alors je vais juste relire le résumé pour savoir ce dont je peux vous parler. Ok, donc je peux vous dire que Gabriel est un saint d'argent et que le jour s'est éteint, entre guillemets, il y a 27 ans à peu près quand cette histoire commence. Gabriel, en tant que saint d'argent, doit lutter contre les vampires, mais l'ordre des saints d'argent a été décimé et Gabriel est le dernier de son ordre à être encore en vie. Il est fait prisonnier par les vampires et l'impératrice des vampires lui demande de raconter son histoire et surtout la quête du Graal. Alors j'avais assez peur au début de la lecture de cet ouvrage parce que autant j'adore les vampires, autant il est assez rare que je lise des histoires de vampires où ces créatures sont dépeintes comme l'étaient les vampires à l'origine, c'est-à-dire des créatures cruelles, sans aucun état d'âme, et en gros le vampire bien méchant quoi. Mais j'ai adoré. Et l'autre peur que j'avais en commençant cette histoire, c'était l'aspect religion, parce que, je vous l'ai dit, Gabriel fait partie des saints d'argent, donc je me doutais qu'il allait avoir une grosse part de religion. L'auteur a lui-même été élevé dans une famille catholique et religieuse. Il a été élevé dans une école religieuse et dans la religion de manière générale.
Donc ça me faisait un peu peur. Et alors, il a réussi à me happer parce que l'histoire de Gabriel, c'est l'histoire de la descente aux enfers d'un personnage qui a la foi et qui un beau jour va la perdre complètement, et on va naviguer, en fait quand on navigue entre ces deux époques, le Gabriel qui a 13-15 ans et le Gabriel qui en a 36, et ben on n'a plus le même personnage, parce qu'à l'époque où Gabriel était jeune, ado, il était vraiment croyant et il pensait faire le bien, il était sûr de faire le bien en faisant partie de cet ordre des Saints d'Argent. Et aujourd'hui, à 36 ans, il ne croit plus en rien du tout, pas seulement en Dieu, il croit plus en rien. Notre héros devient donc un anti-héros, dans tous les sens possibles et imaginables. Il est alcoolique, il est violent, pas vraiment. Il a vécu une vie de violence, mais parce qu'il est soldat. Voilà. Il est vulgaire, il dit ce qu'il pense, mais j'ai adoré. C'est complètement irrévérencieux et tout à fait dans le style de l'auteur, donc j'ai vraiment adoré ce personnage. Au-delà du personnage principal, on a d'autres personnages bien évidemment qui gravitent autour de lui, beaucoup de personnages qui gravitent autour de lui, et les relations entre notre anti-héros et ses personnages évoluent de manière incroyable. On a une très très belle diversité également dans les personnages, que ce soit en termes d'âge, en termes d'origine ethnique, en termes d'origine sociale ou d'orientation sexuelle. On a une atmosphère qui est très sombre, c'est gore. Attention, si vous lisez J. Christophe, sachez que c'est gore. En tout cas, l'Empire du Vampire est très gore. C'est horrible. On est plongé dans l'histoire et on n'a pas envie d'en sortir. Je sentais le froid de l'hiver, je sentais le souffle des vampires. Alors c'est des vampires un peu genre mort-vivant, hein. Sur ma nuque, je sentais le poids du silence qui précède la bataille, qui suit la bataille. On sent l'horreur et j'avais des frissons tout au long de cette lecture. J. Christophe réussit l'exploit d'être vulgaire et poétique à la fois. Je sais, ça paraît étrange, mais je vous assure que c'est vrai. C'est bourré d'humour, souvent graveleux, mais délicat. L'amour, la haine, le fanatisme, tout ça est incroyablement bien décrit. Et je trouve que la capacité de l'auteur à avoir créé un personnage comme Gabriel, en ayant lui-même été élevé dans la religion, c'est assez incroyable. Donc je suis bluffée, encore une fois, par le talent de cet auteur. Comme je vous l'ai dit, on a des vampires vraiment méchants. Ils sont esclaves de leurs pulsions sanguinaires et j'ai adoré. Même si c'était pas le vampire glamour sexy que j'apprécie de lire la plupart du temps, j'ai adoré cette histoire. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et je vous l'ai dit, l'aspect religion me faisait un peu peur au début, mais la tournure qu'ont pris les événements m'a complètement satisfaite. On passe d'une époque à l'autre, donc on a souvent des bonds dans le temps, et Gabriel ne raconte pas son histoire dans l'ordre chronologique. Donc on est parfois frustré, on est même tout le temps frustré à la fin d'une partie, donc le livre est découpé en 6 parties, parce qu'on a envie de rester là où on est, mais c'est toujours dans le bon sens du terme. On est frustré, mais pas négativement, parce qu'on sait qu'on va y revenir, ou alors on sait qu'on ne va pas y revenir, mais on sait qu'il y a un tome 2, parce que tout ne s'arrête pas à ce tome 1, on n'a pas clôturé notre histoire, on sait qu'il y a encore plein de choses qu'il nous reste à découvrir. Étant donné qu'on navigue entre deux époques, on a certaines réponses avant de se poser les questions, donc on n'a pas vraiment d'éléments de surprise. On sait quoi, mais on ne sait pas comment. J'ai noté une phrase dans mon reading journal au niveau de la logique. J'ai mis qu'elle était parfaite, effectivement. J'ai rien à redire au niveau de la logique. Et la phrase que j'ai écrite, c'est « ça part dans tous les sens, mais il n'y a rien qui dépasse ». Et je trouve que c'est complètement ça. C'est exactement le style de l'auteur. Il part dans tous les sens, il nous donne des infos sur ci, sur ça, sur machin, sur truc. Et à la fin, il réussit quand même à boucler la boucle et tout est logique. Je vous l'ai dit, c'était un vrai coup de cœur. Et c'était un vrai coup de cœur malgré le peu d'impact émotionnel pendant ma lecture. Comme on navigue entre plusieurs époques et que c'est le Gabriel d'aujourd'hui qui nous raconte son histoire, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être des surprises, qui en fait ne le sont pas, puisqu'on se doute déjà de ce qui va arriver. Mais c'était tellement bien écrit, c'était tellement bien fait, que même si l'impact émotionnel n'était pas là au cours de ma lecture, j'ai refermé ce livre et j'ai eu envie de chialer, tellement c'était bien. Et tellement je suis frustrée de ne pas avoir le tome 2 tout de suite, qui devrait normalement sortir cet automne en même temps
que la version originale. Donc je suis ravie. Lisez ce livre si vous n'avez pas peur d'avoir mal. Et attention au trigger warning, je vous l'ai dit, on est sur un récit très dur, gros trigger warning pour à peu près tout et n'importe quoi. La violence, la vulgarité, le gore, le sexe, le viol, tout. Tous les trigger warnings auxquels vous pouvez penser, la mort d'un animal, tout. Tout figure dans ce bouquin. Et c'est une belle brique et je suis contente de l'avoir lu et ouais, c'était juste incroyable. Et il était dans ma palle des cartes pour un friend pick, donc c'est Diane qui l'avait choisi pour qu'on le lise en lecture commune. J'ai pas encore regardé sur Discord, je sais pas si elle a mis son avis final. Je pense qu'elle l'a aussi beaucoup aimé. C'était génial. Lisez-le. Je suis passée d'un coup de cœur à un livre à 2 étoiles sur Goodreads. C'est L'éveil de Kate Chopin. Il était dans ma palle des cartes pour une carte Take a Chance, là encore. C'était un des livres les plus courts de ma pile à lire. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un personnage qui est une jeune femme mariée. Elle est mère de 2 enfants. Et l'histoire commence en plein été sur les côtes de la Nouvelle-Orléans, alors qu'elle est en vacances avec sa famille. C'est une héroïne qui, somme toute, est plutôt banale. Et en gros, le titre, L'éveil, c'est l'éveil de la conscience de cette femme qui se rend compte qu'elle est enfermée dans un carcan de société qui, en fait, ne lui convient pas et qui va décider du jour au lendemain de faire ce qui lui plaît. J'ai détesté ce personnage. Et alors, retenez bien ce que je vous dis par rapport à ce livre, parce que la thématique de l'émancipation de la femme, etc., c'est une thématique qu'on va retrouver également dans le livre que j'ai lu après, et que j'ai adoré. Mais là, j'ai détesté. J'ai détesté parce que l'époque, et alors je me suis moi-même fait mal à mon féminisme, hein, je vous le dis, en rédigeant ma chronique. Parce que tout ce que j'ai pensé de ce roman est complètement anti-féministe. Et je m'en suis rendu compte moi-même, hein, mais je n'ai pas aimé le lire. Je n'ai pas aimé cette femme qui est stupide, égoïste, qui ne pense pas une seconde aux conséquences de ses actes sur les gens autour d'elle. Alors c'est très bien, hein. Elle fait ce qu'elle veut, elle s'émancipe, elle se sent plus libre, elle est plus heureuse. Non, en fait, pas du tout, elle est malheureuse, mais elle s'en rend pas compte. Elle a l'impression d'être heureuse parce qu'elle fait ce qui lui plaît, sauf qu'en fait, non. Et tous les hommes qui gravitent autour d'elle sont des larves. Même ceux pour qui elle craque, puisque évidemment, on parle d'éveil, donc elle est enfermée dans un mariage qu'elle n'a pas choisi, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas amoureuse de son mari, et bien entendu, il va y avoir 1 ou 2 hommes qui sont plus proches de son âge, et qui sont plus fringants, charmants, séducteurs que son mari, alors... vous voyez où je veux en venir. Vous voyez la thématique vers laquelle va nous emmener l'autrice, et c'est une thématique que je déteste. Donc dès les premiers chapitres, j'ai compris que l'autrice allait nous parler d'adultère, entre autres. Donc j'étais pas ravie déjà d'avoir commencé ce livre, mais j'ai voulu lire jusqu'au bout parce que il fait moins de 200 pages, je crois bien. Ouais, 204 pages. Donc je me suis dit, bon... Et puis c'est écrit très gros, alors voilà. Je l'ai quand même lu. Alors j'aurais bien aimé avoir la version audio pour le lire encore plus vite, mais je ne l'ai pas trouvé. Dommage. Bref. Alors j'ai apprécié l'ambiance vacances, bord de mer. Ça m'a rappelé mes vacances quand j'étais enfant avec mes parents, où on passait les journées à pas faire grand chose, à se balader, à se baigner, à rigoler, à manger tous ensemble autour de la table. Et ce que j'ai pas aimé par contre, c'est que... Alors c'est très représentatif de la façon de vivre des familles bourgeoises de l'époque, hein, où elles ne faisaient rien, où elles se baladaient, et nous c'est ce qu'on faisait pendant les vacances. Eux c'est ce qu'ils font toute l'année. Donc ça m'a un peu agacée, mais c'est représentatif de la réalité, donc je peux pas baisser la note à cause de ça. J'ai juste... voilà, c'est comme ça. Le style de l'autrice est très beau, je trouve qu'il est très métaphorique, elle utilise énormément de métaphores et c'est quelque chose qui me plaît assez, donc pas grand chose à redire sur le style de l'autrice. Mais comme je vous l'ai dit, l'histoire c'est la tranche de vie de cette femme qui va un beau jour se réveiller, qui va vouloir s'émanciper, faire un peu tout ce qu'elle veut sans prendre en considération les autres. Elle a de l'amour pour personne, même pas pour elle-même, et on est en gros sur une femme rebelle, mais c'est un rebelle ridicule. Je n'ai pris aucun plaisir à la lecture de cet ouvrage, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. La fin n'a pas de sens pour moi. On est sur une fin
C'est un classique que j'ai détesté, donc je vais, sans vous spoiler exactement ce qui se passe, je vais vous dévoiler un petit peu de la fin. On est sur une fin tragique, qui pour moi était logique. C'était logique de donner une fin tragique à ce personnage, mais pas de cette façon-là. Certainement pas de cette façon-là. Ça n'avait aucun sens. Énorme manque de logique de la part de tous les personnages qui l'entourent, notre héroïne principalement parce qu'elle prend des décisions qui n'ont aucun sens, mais pourquoi son mari ne la remet pas à sa place? C'est là que je vous ai dit, j'ai eu mal à mon féminisme, parce que à l'époque, alors ça aurait été un roman contemporain, voilà. Mais pour l'époque, je sais pas, c'est pas logique pour moi. Alors c'est très bien, hein. C'est très bien que son mari réagisse comme ça, qu'il la laisse faire, voilà. Mais pour moi, c'est pas logique. C'est très bien, mais c'est pas logique. À l'époque, son mari, si elle s'était vraiment comportée comme ça, eh ben, il lui aurait remis les pendules à l'heure, tout comme probablement ses amis, ses proches, enfin, voilà. Donc, c'est très bien. C'était très bien. Notre héroïne a pu faire ce qu'elle voulait, etc. Mais pour moi, ce n'était pas logique par rapport à l'époque et aux réactions qu'aurait eu, je pense, son mari dans la vie réelle à l'époque. Voilà. C'est très bien, mais c'est pas logique. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris aucun plaisir à la lecture. J'étais saoulée dès les premières pages parce que j'ai compris immédiatement où l'autrice voulait m'emmener. Et ça m'a pas plu, voilà. Donc je crois pas que j'ai d'autres titres de cette autrice dans ma pile à lire. Non, c'est le seul. Je sais pas si elle a écrit d'autres choses d'ailleurs. Le style m'a plu, donc si jamais je tombe sur un autre titre de cette autrice, si elle a écrit autre chose, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette histoire m'a pas plu du tout. Ensuite, j'ai réussi à lire ma lecture bonus en VO, je suis trop contente. C'était The Shadows Between Us de Trisha Levenseller et je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. J'ai adoré. Si vous ne lisez pas en anglais, ce titre a été traduit dans la collection Stardust, qui est un label des éditions Hugo, je crois. J'ai un doute maintenant. De toute façon, le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos, ce sera vers la version en français. Il a été traduit sous le titre La Reine des Ombres. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que... Je vous dirai pas pourquoi. Mais je trouve que c'est dommage. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Alessandra. Alessandra est une jeune femme qui a 18 ans, 17 ans, 18 ans, et qui vit dans un univers un univers de fantasy, qui a une sœur aînée, et en gros, sa sœur aînée a été envoyée à la conquête du roi, le roi des ombres, qui cherche femme, qui cherche à prendre femme, parce que son conseil lui conseille de prendre femme, mais sa sœur a été... rejetée, enfin voilà, elle n'est pas restée à la cour, et du coup son père décide qu'il est temps pour elle de se marier, de tenter de se marier, parce que sa sœur n'ayant pas réussi, il va la marier à un duc, je crois, parce que leur père fait partie de la petite bourgeoisie, petite noblesse. Et notre héroïne va enfin pouvoir faire son entrée à la cour, puisque sa sœur aînée se marie. Respect des convenances, de l'étiquette, etc., etc. Sauf que notre héroïne, elle est loin d'être une jeune fille prude et la jeune fille de bonne famille que tout le monde s'attend à ce qu'elle soit, puisqu'elle a un jour eu le cœur brisé par un homme et qu'elle a depuis décidé de faire ce qu'elle voulait. Émancipation de la femme, émancipation sexuelle de la femme notamment, puisqu'elle couche avec qui elle veut, sans aucune peur des conséquences, parce qu'avant de prendre un amant, elle se renseigne et trouve toujours un moyen de le faire chanter, afin que lui n'aille pas ensuite raconter qu'il a couché avec elle. Donc, elle peut coucher avec qui elle veut sans aucune crainte parce qu'elle a un moyen de pression sur ses amants. Et elle a décidé qu'elle allait séduire le roi des ombres, qu'elle allait épouser le roi des ombres et qu'elle allait tuer le roi des ombres pour régner sur le royaume tout entier. Donc on a une héroïne qui est forte en caractère. Elle est indépendante, elle est têtue, elle est drôle. J'ai adoré Alessandra, je l'ai trouvée géniale. Elle est peut-être un poil trop entêtée à certains égards, mais ça tombe bien puisque Calaias, qui est le roi des ombres, est aussi têtu qu'elle, et je l'ai trouvé extrêmement mystérieux. J'ai adoré ce personnage masculin également. Les personnages secondaires qu'on va rencontrer sont sympas. En revanche, le père de l'héroïne et sa sœur sont absolument imbuvables. Alors, autant la présence de la sœur importe un peu dans l'histoire parce que ça va permettre de déclencher certaines choses, autant le père, il est quand même important parce que c'est lui qui l'amène à la cour, et voilà. Mais il m'a saoulée.
À chaque fois qu'il apparaît, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une énorme connerie et ça m'a gonflé. Alors je vais pas vous dévoiler la situation d'Alessandra, mais il y a un élément de son passé qui va nous suivre tout au long de l'histoire et tellement longtemps qu'on a un gros suspense qui s'installe en fait. Parce que tout au long de ce récit, qui est pas très très long, hein, je crois qu'il fait 325 pages, et ben on attend que ça lui tombe sur le coin du nez et ça arrive très tardivement. Donc voilà, on est dans l'expectative. Et alors on a une tension sexuelle entre nos deux héros absolument phénoménale parce que le roi des ombres étant qui il est et son pouvoir étant ce qu'il est, ils ne peuvent pas se toucher. Donc vous imaginez bien que c'est chaud. Le style de l'autrice est plutôt bon, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques répétitions, notamment à un moment. Après, ça m'a moins dérangé, mais à un moment dans un dialogue, c'était... Alors, les personnages parlent, là, j'ai aucun souci là-dessus, mais c'est sur ce qui enrobe les dialogues. C'était surtout du dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle. C'était un peu redondant. J'ai adoré l'humour, j'ai été prise d'un fou rire à un moment donné dans cette histoire. Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. Quand vous le lirez, vous verrez si ça vous fait rire autant que moi. C'est une scène en lien avec une lettre d'amour. Voilà, j'étais pliée en deux. Je trouve que l'autrice a bien mélangé le contemporain et le classique dans la création de son univers. Et on a les descriptions de vêtements, parce que notre héroïne crée elle-même ses vêtements. Elle les dessine et elle les coud elle-même. Donc elle a une patte artistique vraiment très très chouette, et la description de la nourriture également, parce que elle est assez gourmande, donc voilà, j'ai vraiment adoré cet aspect de l'histoire. Notre héroïne est ultra intelligente, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc Alessandra a prévu de séduire le roi, épouser le roi, tuer le roi, mais avant de tuer le roi, il faut qu'elle l'épouse, et avant de l'épouser, il faut qu'elle le séduise, sauf qu'elle n'est pas la seule à vouloir tuer le roi. Donc elle va devoir le garder en vie suffisamment longtemps pour pouvoir l'épouser, et enfin le séduire, l'épouser, et le tuer elle-même pour être la seule maître en la demeure. Et j'ai adoré, c'était vraiment chouette, le principe est génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a une belle évolution de la relation entre nos personnages principaux et des sentiments d'Alessandra. On a le mystère qui plane autour de son passé. Est-ce que ça va lui exploser à la figure à un moment donné? Si oui, quand, comment, pourquoi? Et puis l'identité mystère de cette personne qui tente d'assassiner Kalagas. Quelques petits points un peu moins logiques dans cette histoire. Le chantage, le fait qu'Alessandra fasse chanter ses amants, à un moment donné, ça va avoir une importance dans l'histoire, mais je pense que ça aurait dû lui exploser à la tronche un peu plus tôt. Tout comme aurait dû lui exploser à la tronche un peu plus tôt cette histoire qui s'est déroulée dans son passé. C'était pas logique que ça arrive aussi tardivement dans l'histoire, mais c'est bien vu de la part de l'autrice de le faire intervenir aussi tardivement parce que ça permet au lecteur de rester en haleine. Mais pour moi, il n'y avait pas de raison que ça arrive aussi tardivement, en tout cas dans la logique. Et puis, personne ne se pose trop de questions sur elle. Alors oui, elle est la seconde fille d'un baron, je crois. Donc elle n'a pas encore trop fait son apparition, même pas du tout dans la société, donc les gens s'interrogent, mais pas plus que ça. Elle a un comportement qui est, je vous l'ai dit, très expansif, très indépendant. Et les gens suivent la tendance, voilà. Ils suivent tout simplement ce qu'elle fait. Ils ne remettent pas en question à aucun moment ses idées qui peuvent éventuellement choquer. Non, ils suivent tout simplement. Alors c'est très bien, hein, parce que du coup, effectivement, émancipation de la femme à fond, c'était génial. Je vous dis, j'ai vraiment adoré cette histoire, que ce soit l'humour qui était décapant, ou bien l'évolution des relations et la tension sexuelle qui était vraiment top tier. J'ai adoré. Et je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Et le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, c'était ma lecture bonus en VO du mois de mars. The Undertaking of Heart and Mercy de Megan Bannon. Donc je l'ai commencé en mars, je l'ai commencé le 19 mars je crois, et je l'ai terminé le 30 avril. Donc ça m'a pris 43 jours je crois pour lire ce livre. Mais c'est pas grave, au moins je l'ai fini et c'était trop bien, j'ai adoré. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, il a reçu exactement la même note que The Shadows Between Us dans Copile, avec des notes différentes au niveau des critères, mais c'était exactement la même note. J'ai pris autant de plaisir à la lecture de l'un que de l'autre. Dans cette histoire, qui est une fantasy romance adulte, je vous l'ai pas dit, The Shadows Between Us, c'est young adult, mais young adult plus. C'est une fantasy romance dans laquelle on va faire la rencontre de Heart and Mercy. C'est
un mix entre le film You've Got a Mail, donc vous avez un message avec Tom Hanks, et La Maison au milieu de la mer Cyrulienne. C'est comme ça qu'il me l'a été vendu et effectivement, c'est tout à fait le cas. Je ressens l'ambiance, la cozy fantasy, les relations entre les personnages, l'univers. C'était incroyable. Dans cette histoire, donc, on va faire la rencontre de Hart, qui est un genre de shérif. Physiquement, imaginez-le un peu en mode cow-boy, mais en même temps un peu mousquetaire. Donc, il a la rapière, mais il a également le holster. Voilà, donc au niveau ambiance, on est un peu sur un mélange des deux. Et son rôle, c'est de faire en sorte que les... Alors, Drudges, je vous le dis tout de suite, j'ai eu un peu de mal avec le vocabulaire de l'aspect fantasy de l'histoire parce que l'autrice emploie des termes très spécifiques et je n'ai pas la traduction littérale de ces termes en français. Voilà, donc la façon dont ils sont décrits, ce sont des zombies. Mais je dirais peut-être même plutôt des ghouls. En fait, l'idée, c'est que quand une personne meurt, alors l'âme des gens se situe dans leur appendice. Et quand une personne meurt, une ghoul, on va dire ça comme ça, une ghoul peut récupérer son âme pour continuer à vivre. Voilà. Et pour que les gens ne reviennent pas à la vie une fois morts, il faut leur perforer l'appendice pour que leur âme s'échappe de leur corps. En gros, le rôle de Hart, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de ghoul et que les morts restent morts. Voilà. Mercy, elle, de son côté, tient une boutique de pompes funèbres. Ouais, on va dire ça comme ça. Elle est à la tête, oui et non. En fait, elle n'est pas censée travailler dans cette boutique. Son père est à la retraite forcée parce qu'il a fait une crise cardiaque. Et son frère est censé reprendre l'entreprise, sauf que son frère, il n'en a pas du tout envie. Il veut être cuisinier. Et elle travaille dans cette entreprise familiale depuis toujours. Et elle rêve de reprendre l'entreprise familiale. Mais l'entreprise familiale, c'est Birdsall & Sons et pas Birdsall & Daughters. Donc, compliqué quand on est une femme de faire sa place dans ce milieu. Cependant, elle en rêve, elle en a envie. Dans cette histoire, les gens souscrivent à un contrat chez un entrepreneur des pompes funèbres. Et quand vous mourrez, votre corps est amené chez cette personne qui prépare votre corps et qui construit des bateaux. Donc vous êtes mis dans un bateau et en fait, soit vous êtes enterré dans ce bateau, soit vous êtes incinéré dans ce bateau. Et l'âme des gens est représentée sous forme de clé. Donc une fois que vous mourrez, en fait, à votre naissance, vous avez une clé est forgée. Et cette clé est tout ce qui reste de vous une fois que vous partez, en fait. Elle est remise à un membre de votre famille, etc. J'ai trouvé que c'était très poétique. Et alors, au tout début de l'histoire, on comprend vite que Hart and Mercy, eh ben, il y a eu des étincelles entre eux la première fois qu'ils se sont rencontrés et ils se haïssent cordialement. Je reviendrai là-dessus plus tard. En gros, l'histoire, c'est Hart et Mercy qui se détestent dans la vraie vie. Sauf qu'un beau jour, Hart se sent très seul. Alors, Mercy, elle, est entourée par toute sa famille, mais Hart, lui, se sent très seul. Il a un nouvel apprenti. Son mentor est décédé il y a quelques temps. Et un soir, il décide d'écrire une lettre à personne en particulier, mais à quelqu'un qu'il appelle son ami. Parce qu'il a besoin de parler à quelqu'un et qu'il a personne à qui parler autour de lui. Et il poste cette lettre sans adresse, sans rien. Devinez chez qui atterrit cette lettre? Évidemment chez Mercy, d'où le You've Got Mail, la référence. Et ils vont commencer à échanger des lettres comme ça, sans savoir qui ils sont. Voilà, alors je vais m'arrêter là, je pense, pour le résumer. J'ai adoré les personnages. Alors lui, il a tendance à dire un petit peu trop fuck à mon goût. L'histoire est ponctuée par ce mot du début à la fin. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je les ai pas comptés, mais j'aurais dû. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et elle est peut-être un peu trop rancunière. Elle est un petit peu trop dure avec lui, je trouve. C'est un personnage... Mercy est curvy. Et j'ai adoré le fait qu'elle soit ronde. Parce que c'est rare, encore, je trouve, dans la littérature. Et c'est mentionné à plusieurs reprises, mais ça n'a pas d'impact direct sur l'histoire, c'est juste naturel en fait. Et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé nos deux personnages.
Et leur relation, l'évolution de leur relation, la façon dont l'histoire se termine, c'était génial. Est-ce que vous avez vu The Vampire Diaries? Si oui, vous voyez Mystic Falls? L'ambiance, l'atmosphère, c'était tout à fait ça. J'aime pas les zombies, mais j'ai apprécié le principe, j'ai apprécié l'ambiance western mousquetaire, j'ai apprécié l'aspect différents mondes, les portails qui s'ouvrent d'une certaine façon et les portails dont sont issus les ghouls. Et l'autrice réussit à nous faire un mix entre passé, présent et futur qui est assez incroyable. Je vous l'ai dit, Art se bat avec une rapière, donc là pour l'aspect passé par exemple. On a des éléments qui nous sont contemporains, on parle de transistors, on parle d'armes à feu semi-automatiques, mais on est dans le futur parce qu'on parle des anciens dieux qui ont disparu, parce que les armes semi-automatiques ne marchent pas dans tous les mondes, parce qu'il n'y a pas vraiment de technologie. J'ai adoré le style de l'autrice, c'est bourré d'humour du début à la fin, j'ai énormément rigolé. Le langage est cru, elle écrit comme ça parle en fait, enfin les personnages parlent. Nature confiture, j'ai adoré, c'était trop bien. On est sur une histoire de haine à l'amour, on n'est pas sur une histoire de enemies to lovers, puisque Art et Mercy ne sont pas vraiment ennemis, ils n'ont pas de raison d'être ennemis, c'est juste qu'ils se détestent. Je trouve qu'il y a une différence en fait, on est ennemis quand on a un but commun, et qu'on se met des bâtons dans les roues pour atteindre ce but commun. Là, on est ennemis. Mais eux, ils n'ont pas un but commun. Enfin, ils travaillent dans la même branche parce que du coup, Art, je vous l'ai pas dit, Art ramène les cadavres à Mercy. Il y a d'autres entreprises de pompes funèbres, mais quand les gens ont souscrit un contrat chez eux, ben, c'est chez eux que Art ramène les cadavres. C'est dans ces circonstances qu'ils se sont rencontrés et qui continuent à se croiser et à se détester cordialement. La thématique de la mort qui est énormément présente dans cette histoire me fait très peur. Du coup, j'appréhendais un peu ma lecture, mais je trouve que l'autrice l'a traitée de manière extrêmement poétique. Et le petit truc qui m'a dérangée, c'est ce côté terme très spécifique sur les éléments de fantaisie au niveau des différentes créatures qu'on va rencontrer, parce que je crois qu'on a aussi des genres de chevaux d'eau. Le problème, c'est que je peux pas en être sûre parce que les termes sont tellement spécifiques à l'univers que j'ai pas de traduction littérale en français, et du coup ça m'a un peu perturbée. Du coup j'ai moins apprécié le côté fantasy que le côté romance. En fait, je me suis plus attachée à l'histoire de nos deux personnages, la relation entre eux deux, plutôt que à l'intrigue qui se déroule derrière. Et alors je l'ai comprise globalement, mais pas de manière très précise. Et du coup, j'ai l'impression qu'il m'a manqué un petit truc à la lecture de cette histoire. Au niveau de la logique, j'ai presque rien à dire, si ce n'est un point qui est en fait le point le plus important. C'est que nos deux personnages se détestent, mais la raison pour laquelle ils se détestent n'est pas évidente. C'est comme si ils se sont rencontrés et il y en a un des deux qui était particulièrement mal luné ce jour-là, notamment elle. Et elle a décidé qu'elle allait le détester, mais il n'y a pas vraiment de raison valable, je trouve. Et c'est dommage parce que c'est quand même là-dessus qu'est basée toute l'histoire. Donc je suis passée outre, ils se détestent, point. Mais je trouve que la raison qui est donnée, la raison pour laquelle ils se détestent, ben en fait il n'y en a pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je vous la conseille de tout cœur si vous lisez en VO. L'audio est fantastique parce qu'on a deux narrateurs, un narrateur masculin et une narratrice féminine. Donc on a une belle complémentarité dans les dialogues et dans l'échange de lettres notamment. C'était très chouette. Je vous conseille de tout cœur, je l'ai adoré, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures du mois d'avril. Est-ce que vous avez de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!